Les papiers du divorce sont arrivés à 9h17 du matin, scellés dans une épaisse enveloppe blanche, timbrée et signée, déposés délicatement sur le bureau en verre à l'extérieur du bureau de l'associé directeur à Midtown Manhattan. Nathan Cole n'était pas là pour les recevoir. Il était encore dans une suite d'hôtels de luxe du centre-ville, les rideaux à moitié tirés, les lumières de la ville se déversant sur des draps de soie, son téléphone face contre table à côté de lui. La veille au soir, il avait ri facilement, confiant, intouchable. Il croyait que sa vie était parfaitement divisée. Le travail dans une main, le plaisir dans l'autre, et une femme enceinte à la maison qui n'oserait jamais partir. De l'autre côté de la ville, Elena Brooks se tenait seule dans un appartement calme du Queens. Le radiateur cliquetait. Une tasse de café restait intacte sur le comptoir. Son ventre pressait doucement contre le tissu de son pull alors que le bébé bougeait, ignorant que tout avait déjà changé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle ne l'a pas appelé. Au lieu de cela, elle a vérifié la confirmation de livraison sur son téléphone. Livré, signé, reçu. Cette enveloppe n'a pas été envoyée sous le coup de la colère. Elle a été envoyée avec lucidité. Pendant des mois, Elena avait été invisible. Son nom retiré des comptes. Sa carrière mise en pause pour le bébé. Ses opinions rejetées comme étant des hormones. Nathan maîtrisait l'art du contrôle sans jamais élever la voix. Il lui disait que c'était de l'amour. Il lui disait que c'était pour la protéger. Il lui disait qu'elle devrait être reconnaissante. Et elle l'a presque cru. Au bureau de Nathan, les assistants chuchotaient en voyant l'adresse de l'expéditeur. Juridique, personnel, urgent. L'un d'eux a hésité avant de frapper à la porte en verre dépoli, ignorant que ce simple coup de porte déclencherait l'effondrement d'un homme qui pensait que les conséquences étaient pour les autres. Elena s'est assise lentement sur le bord de son lit et a posé une main sur son ventre. « J'ai choisi notre camp », murmura-t-elle, même si lui ne l'a jamais fait. À ce moment-là, elle savait quelque chose que Nathan ignorait. Il pensait que les papiers du divorce étaient le début d'un combat. Mais pour Elena Brooks, c'était le dernier coup d'une partie qu'elle avait déjà gagnée. Et Nathan Cole était sur le point d'apprendre la vérité de la manière la plus publique possible. Ce que Nathan ne savait pas, c'est que l'enveloppe contenait plus que des papiers de divorce. Elle contenait des preuves qui allaient détruire tout ce qu'il avait construit. Nathan Cole avait organisé ses matinées pour se sentir intouchable. À 10h02 du matin, il est entré dans sa tour de bureau de Midtown, son costume parfaitement repassé, son expression calme, son téléphone vibrant déjà de messages de félicitations pour l'accord qui devait être conclu cet après-midi-là. De l'extérieur, tout dans sa vie signalait le contrôle, l'argent, l'influence. Un nom qui ouvrait les portes sans poser de questions. Il n'a pas remarqué l'enveloppe tout de suite. Il a posé sa maillette à côté du bureau, a légèrement desserré sa cravate et a regardé l'horizon de Manhattan à travers les baies vitrées. C'était la vue qu'il pensait avoir méritée. C'était la preuve que chaque sacrifice, y compris le malheur silencieux de sa femme, en avait valu la peine. Son assistante l'a suivi en faisant attention à son ton. Il y a eu une livraison pour vous tout à l'heure, des documents juridiques. Nathan a à peine levé les yeux. Posez-les sur le bureau. Les documents juridiques étaient une routine, des contrats, des accords de non-divulgation, des examens de conformité. Le papier n'était que du papier pour lui, quelque chose qu'il signait et oubliait. Il a plutôt parcouru ses emails, survolant les titres, souriant à moitié à un message de Madeleine envoyé une heure plus tôt. La nuit dernière était parfaite, appelle-moi quand tu seras libre. Libre, le mot l'amusait. Dans son esprit, Elena était à la maison à faire ce qu'elle faisait toujours, attendre, se reposer, porter l'enfant qu'elle disait vouloir. Il se disait qu'elle était en sécurité, à l'abri du besoin, chanceuse. Il se disait qu'elle avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin d'elle. Cette croyance s'est installée confortablement dans sa poitrine. Quand il a finalement pris l'enveloppe, ses doigts se sont arrêtés. Non pas parce qu'il reconnaissait l'adresse de l'expéditeur, mais parce que son poids semblait anormal. Trop lourd, trop délibéré. Il a glissé un stylo Montblanc de côté et a ouvert le rabat. La première page lui a coupé le souffle. Requête en dissolution de mariage. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Le bourdonnement de la ville a disparu. Nathan a relu la ligne, plus lentement cette fois, comme si les mots pouvaient se réarranger et quelque chose de moins menaçant.
Ce ne fut pas le cas. Sa mâchoire s'est crispée. Sa première réaction n'a pas été la culpabilité, ni la tristesse. C'était l'incrédulité. Elle n'oserait pas, a-t-il marmonné. Car dans le monde de Nathan Cole, Lena Brooks n'était pas la femme qui part. Elle était la femme qui endure, la femme qui s'adapte, la femme qui reste silencieuse pour que sa vie puisse rester bruyante. Il ne le savait pas encore, mais la vie qu'il pensait sûre s'était déjà fissurée. Et la page suivante était sur le point de la faire voler en éclats. Le message est arrivé à 11h43 du matin, alors qu'Elena Brooks faisait la queue dans une petite pharmacie près de son appartement. Son téléphone a vibré une fois dans sa main. Elle a failli l'ignorer. Les numéros inconnus étaient devenus courants ces derniers temps. Services de facturation, rappels automatisés, des gens qui voulaient des réponses qu'elle n'avait pas. Elena a baissé les yeux par habitude, ne s'attendant à rien de plus qu'à du bruit. Au lieu de cela, elle a vu un nom qu'elle a reconnu instantanément. Madeleine. Le message était court, désinvolte, intime d'une manière qui a serré la poitrine d'Elena avant que son esprit ne puisse rattraper le coup. La prochaine fois, restons plus longtemps. Je déteste filer avant le lever du soleil. Il dit qu'il est fatigué, mais je sais que c'est juste sa femme. Le sol a semblé basculer. Elena n'a pas respiré au début. Le bourdonnement de la pharmacie s'est estompé, remplacé par un sifflement dans ses oreilles. Elle a relu la phrase plus lentement, comme si elle pouvait se dissoudre en quelque chose d'inoffensif si elle lui laissait le temps. Ce ne fut pas le cas. Sa main s'est instinctivement posée sur son ventre, un réflexe né de mois passés à protéger quelque chose de fragile. Le bébé a légèrement bougé, ignorant que le monde venait de se fissurer. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était pas de l'intuition, de l'insécurité ou des hormones. C'était une confirmation. Elena est sortie de la file sans parler, ignorant le regard agacé de la femme derrière elle. Elle est sortie dans l'air froid, s'appuyant contre le mur de briques tandis que son corps rattrapait la vérité que son esprit avait déjà acceptée. Son téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Madeleine. « Oh mon Dieu, s'il te plaît, dis-moi que ça ne t'était pas destiné. » Elena a fermé les yeux. Voilà, la panique, la reconnaissance, la preuve. Pendant quelques secondes, elle a envisagé de répondre. 1000 réponses lui ont traversé l'esprit. La colère, le sarcasme, le chagrin, la confrontation. Elle s'est imaginée demander pourquoi, depuis quand, ce qu'elle avait fait de mal, mais elle n'a rien tapé. Au lieu de ça, elle a fait une capture d'écran, puis une autre. Elle a ouvert ses emails et a transféré les images à Rachel et Guillaume avec une seule ligne. Elle a envoyé ça par erreur. Rachel a répondu en quelques minutes. Ne réponds pas, ne la bloque pas, sauvegarde tout. Elena a glissé le téléphone dans la poche de son manteau. Sa main était maintenant stable, d'une manière qui la surprenait. La douleur était toujours là, vive et profonde, mais autre chose avait fait surface en dessous. La lucidité. Nathan ne l'avait pas seulement trahi. Il avait menti si facilement qu'une autre femme se sentait à l'aise de se moquer de son existence. Cette prise de conscience n'a pas brisé Elena. Elle l'a endurcie. Dans une tour de bureau de Midtown, Nathan Cole souriait toujours confiant, toujours ignorant qu'un message négligent venait de faire basculer complètement l'équilibre du pouvoir. Car Elena Brooks n'avait plus besoin de deviner. Elle avait la vérité par écrit. Et cette vérité allait lui coûter bien plus cher qu'il ne l'imaginait. Ce qu'Elena ne savait pas encore, c'est que ce message n'était que la plus petite fissure d'un mensonge qui était sur le point de s'effondrer de toutes parts. Non, Nathan n'est pas rentré ce soir-là. Du moins, pas comme il en avait l'habitude. Elena ayant entendu la porte s'ouvrir vers minuit, le clic silencieux de chaussures chères posées soigneusement contre le mur. Le silence étudié d'un homme qui ne voulait pas de questions. Elle est restée au lit, les yeux ouverts dans le noir, une main posée sur son ventre, l'écoutant se déplacer dans l'appartement comme si elle était déjà un fantôme. Le lendemain matin, le contrôle est arrivé, déguisé en inquiétude. Nathan se tenait dans la cuisine, faisant défiler son téléphone, son café intact, sa voix calme et mesurée. « Je pense qu'il vaut mieux que je gère les finances pour le moment, » dit-il nonchalamment. « Tu as été stressé, la grossesse fait à ça. » Elena n'a pas répondu tout de suite. Il a continué sans la regarder. « J'ai gelé le compte commun, juste temporairement. Ce n'est rien de personnel.
Je veux juste m'assurer que tout est stable. Stable, à midi, sa carte de crédit a été refusée à l'épicerie. Le soir, son accès aux fichiers partagés sur le cloud avait disparu. Son mot de passe de messagerie ne fonctionnait plus. Le petit filet de sécurité sur lequel elle ne réalisait pas qu'elle comptait a disparu, fil par fil. Quand elle lui a finalement posé la question, doucement, prudemment, Nathan a soupiré comme si elle l'épuisait. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. J'essaye de nous protéger. Tu devrais te reposer, pas t'inquiéter pour de l'argent que tu n'as pas besoin de toucher. Nous, le mot semblait creux maintenant. Ce soir-là, Elena s'est assise sur le bord du canapé, son ordinateur portable ouvert, fixant un écran vide là où se trouvait autrefois son CV. Des années d'expérience effacées par un simple changement de mot de passe. Son téléphone a vibré une fois. Un message de Nathan. S'il te plaît, ne rende pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Elle a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la panique, pas de la peur, de la reconnaissance. Ce n'était pas de l'amour. C'était un moyen de pression. Elle a ouvert un carnet et a commencé à tout noter. Les dates, les comptes, les conversations qu'elle avait autrefois ignorées, les moments où on lui avait dit de se taire pour la famille. Chaque mot stabilisait sa respiration. Plus tard, dans la salle de bain, Elena a surpris son reflet dans le miroir. Elle avait l'air fatiguée, plus petite en quelque sorte, mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Elle a murmuré à peine assez fort pour s'entendre. « Il pense que je n'ai nulle part où aller. » Son téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un message de Rachel. A-t-il déjà restreint l'accès? Elena a tapé un seul mot en retour. Oui, la réponse de Rachel est arrivée immédiatement. Bien, ça veut dire qu'il a peur. Elena a fermé les yeux, sa main revenant sur son ventre, alors que le bébé bougeait doucement, lui rappelant pourquoi cela importait. Nathan croyait que le contrôle la ferait taire. Il ne réalisait pas que c'était le moment où elle avait cessé d'avoir peur. Elena a retrouvé Rachel Nguyen 3 jours plus tard dans un café tranquille près de Lexington Avenue. Ce n'étaient pas des retrouvailles spectaculaires. Pas d'accolade, pas de halètement, juste deux femmes assises l'une en face de l'autre à une petite table d'angle, la vapeur s'élevant de tasses intactes, tandis que la ville se précipitait derrière la fenêtre, comme si de rien n'était. Rachel a été la première à parler. « Tu as l'air plus mince. » Elena a esquissé un sourire fatigué. « Je me sens plus lucide. » Rachel l'a étudié un instant de plus, comme elle l'avait toujours fait lorsqu'elle travaillait dans le même bureau des années auparavant. À l'époque, Elena était vive, analytique, le genre d'esprit que les gens sous-estimaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Rachel n'avait pas oublié cette version d'elle. « Raconte-moi tout, » a dit Rachel. Alors Elena l'a fait. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas exagéré. Elle a exposé les faits comme elle présentait autrefois des évaluations de risque, des dates, des comportements, des changements financiers, le message de Madeleine, les comptes gelés. Rachel a écouté sans l'interrompre, son expression se durcissant à chaque détail. Quand Elena a terminé, il y a eu une longue pause, puis Rachel a dit doucement, « Il ne s'est pas contenté de te tromper. » Elena a levé les yeux. Il t'a isolé financièrement, professionnellement, émotionnellement. Ça compte, a poursuivi Rachel. Les juges n'ignorent plus ce genre de schéma. Elena a dégluti. Il pense que je suis dépendante. Rachel a hoché la tête. Les hommes comme lui le pensent toujours. Elle a sorti un mince dossier de son sac et l'a glissé sur la table. À l'intérieur se trouvaient des formulaires vierges, des listes de contrôle, des chronologies. Il ne s'agit pas de vengeance, a dit Rachel. Il s'agit de sécurité, la tienne et celle du bébé. Nous agissons avec prudence. Nous documentons tout, et nous ne l'avertissons pas. Les mains d'Elena tremblaient en touchant le dossier. Pas de peur, de soulagement. Pendant des mois, dit-elle doucement, tout le monde m'a traité comme si j'étais fragile, comme si je ne pouvais pas supporter la vérité. La voix de Rachel s'est adoucie. Tu n'es pas fragile. Tu étais contenu. Quelque chose dans la poitrine d'Elena s'est fissuré. Pas de la douleur cette fois, mais une libération. Rachel s'est penchée en avant. Encore une chose que tu dois comprendre. Une fois qu'il réalisera qu'il perd le contrôle, il va intensifier ses actions. Elena a hoché la tête lentement. Je sais. Et quand il le fera, a ajouté Rachel, tu ne seras pas seul. Alors qu'Elena se levait pour partir,
Elle a senti le bébé bouger à nouveau, stable et fort. Pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté, elle s'est autorisée une petite pensée dangereuse. Euh, Peut-être que ce n'était pas la fin de sa vie. Peut-être que c'était le moment où elle recommençait tranquillement. Plus Rachel regardait en profondeur, plus la pièce devenait silencieuse. Elles étaient assises à la petite table de salle à manger d'Elena, des papiers étalés en rangées nettes, le vieil ordinateur portable d'Elena bourdonnant doucement, tandis que Rachel parcourait les relevés bancaires et les emails archivés qu'Elena avait réussi à récupérer. Dehors, la circulation continuait, indifférente. À l'intérieur, quelque chose de bien plus dangereux prenait forme. Ça ne colle pas, a finalement dit Rachel. L'estomac d'Elena s'est noué. Qu'est-ce qui ne colle pas? Rachel a tourné l'écran vers elle. Ces virements, ils ne sont pas aléatoires. Ils sont programmés, toujours après que tu aies signé quelque chose, toujours en utilisant ton nom. Elena a fixé les chiffres, son esprit luttant pour faire le lien. Mon nom, comment? Comme autorisation, a répondu Rachel. Ta signature numérique, tes anciens identifiants, il ne s'est pas contenté de te couper les vivres. Il s'est servi de toi. Les mots ont atterri plus lourdement que n'importe quelle confession d'infidélité n'aurait pu le faire. Rachel a continué, sa voix basse mais précise. Nathan a fait passer des dépenses personnelles et des paiements à haut risque par des comptes qui te mentionnent comme approbateur secondaire. Sur le papier, cela ressemble à des décisions conjointes. Si quelque chose est signalé, la responsabilité ne s'arrête pas à lui. Elena a senti un froid se répandre dans sa poitrine. Il m'a dit que c'était de la paperasse, a-t-elle murmuré. Il a dit que c'était plus facile si je signais parce que j'étais déjà sur la liste. Rachel a hoché la tête. C'est comme ça que ça marche. Il avait besoin d'une protection et tu étais pratique. Le bébé a bougé brusquement, comme s'il réagissait à la tension dans le corps d'Elena. Elle a pressé sa paume contre son ventre, luttant contre la nausée soudaine. Donc si tout ça explose, dit lentement Elena, il avait prévu de me laisser tout prendre sur moi. Oui, a dit Rachel sans hésitation, et il a supposé que tu ne le remarquerais jamais ou que tu aurais trop peur pour te battre. Pendant un long moment, Elena n'a rien dit. Elle a pensé aux nuits où elle lui avait fait confiance aveuglément, à la façon dont il souriait en lui tendant des documents, au ton qu'il utilisait quand il disait « c'est juste la routine ». Cette prise de conscience faisait plus mal que Madeleine n'aurait jamais pu le faire. Rachel a fermé l'ordinateur portable. Ce n'est plus seulement un divorce, c'est une mise à nu, et ça change tout. Elena a levé les yeux. Sa voix était maintenant stable. Qu'est-ce qu'on fait? Rachel a croisé son regard. Nous documentons, nous te protégeons, et nous nous assurons que la vérité éclate dans le bon ordre. Elena a hoché la tête une fois. Cette nuit-là, seule dans son lit, elle a fixé le plafond, écoutant le bâtiment s'installer autour d'elle. Elle a finalement compris à quoi elle était confrontée. Nathan n'avait pas seulement trahi son cœur, il avait joué avec son avenir. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Elena ne se contentait pas de partir. Elle se préparait à survivre et à s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire ça à personne. À la fin de cette semaine, Elena Brooks avait perdu presque tout ce qui la faisait autrefois se sentir ancrée. Son téléphone sonnait moins, les messages s'arrêtaient. Même les nouvelles polies de la famille de Nathan ont disparu, remplacées par un silence si complet qu'il semblait intentionnel. Quand elle a essayé de se connecter à son portail de certification professionnelle, le mot de passe avait été changé. Quand elle a ouvert ses emails, la moitié de ses dossiers avaient disparu. Des années de travail, de contacts, de références, la preuve qu'elle y avait un jour compté en dehors de cet appartement, ont disparu sans avertissement. Nathan ne criait pas, il ne menaçait pas. Il l'effaçait, tout simplement. Le coup de grâce est arrivé un vendredi après-midi, quand Elena a vérifié la boîte aux lettres en bas et a trouvé un avis formel adressé à son nom. Pas d'un tribunal, pas d'une banque, de la direction de l'immeuble. Son bail, autrefois garanti par les revenus de Nathan, était maintenant en cours de révision. Jusqu'à nouvel ordre, son statut de résidente était conditionnel. Elle se tenait dans le hall en tenant la lettre, le poids de celle-ci s'enfonçant dans sa poitrine. Autour d'elle, les gens allaient et venaient, portant des courses, riant au téléphone, vivant des vies qui ne s'étaient pas effondrées du jour au lendemain. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, Elena a senti la peur percer. Pas la peur de Nathan, la peur de l'avenir. Cette nuit-là, elle s'est assise par terre dans son appartement, le dos contre le canapé,
entourée de boîtes qu'elle n'avait pas réalisé avoir commencé à faire. Le bébé a donné un léger coup de pied, comme pour lui demander pourquoi elle était si immobile. J'essaie, a-t-elle murmuré. Je te le promets. Son téléphone a vibré. Un message de Nathan. On devrait parler. Ça devient n'importe quoi. N'importe quoi, comme si sa vie était un désordre qu'il devait nettoyer. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a appelé Rachel. Je ne sais pas combien de temps je peux encore tenir le coup, a admis Elena, sa voix se brisant pour la première fois. Rachel n'a pas mâché ses mots. C'est le point de pression. Il essaye de te briser avant le procès. Si tu cèdes maintenant, il gagne tout. Elena a fermé les yeux. Et si je ne cède pas? Rachel a fait une pause. Alors ça va empirer avant de s'améliorer. Après la fin de l'appel, Elena s'est assise seule dans le noir, écoutant les sirènes lointaines, le bourdonnement de la ville qui ne se souciait pas de qui survivait et qui ne survivait pas. Pendant un bref et terrifiant moment, elle s'est demandé si Nathan avait eu raison. S'est demandé si elle n'avait vraiment rien sans lui. Puis le bébé a de nouveau bougé, plus fort cette fois. Elena a inspiré profondément et s'est levée. Elle n'avait plus rien à perdre. Et ça, réalisa-t-elle, la rendait plus dangereuse que Nathan ne l'avait jamais imaginé. Elena a signé les papiers à l'aube. La ville à l'extérieur de sa fenêtre était encore à moitié endormie, enveloppée d'un silence gris qui donnait l'impression que tout était suspendu. Elle était assise à la petite table de la cuisine, pourtant un peu trop grand, ses cheveux tirés en arrière sans soin. Les documents étaient soigneusement étalés devant elle, agrafés et organisés comme Rachel lui avait appris à le faire. Pas de précipitation, pas de main tremblante, pas de place pour le doute. Ce n'était pas un moment d'émotion. Cela l'a surpris. Elle avait imaginé des larmes, de la panique, une envie de dernière minute d'appeler Nathan, de demander des explications qui ne changeraient rien. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un calme constant, le genre de calme qui s'installe après que le chagrin a déjà tout brûlé de ce qui était doux. Elle a lu chaque page lentement. Nom, adresse, date du mariage, conditions de la séparation. Lorsqu'elle a atteint la dernière ligne de signature, sa main s'est arrêtée juste une seconde. Pas par peur, mais par souvenir. Un éclair de ce qu'elle était autrefois. Une femme qui croyait que l'engagement signifiait l'endurance, qui pensait que rester silencieuse était la même chose qu'être forte. Cette femme avait disparu. Elena a signé. Le stylo a fait un léger bruit de grattement, final et irréversible. Elle a expiré, sentant le bébé bouger comme s'il répondait à la libération de son corps. Je choisis notre camp, dit-elle à voix haute. Plus tard dans la matinée, elle s'est habillée avec soin. Rien de spectaculaire. Juste un jean propre, un manteau, des chaussures plates qui ne lui faisaient pas mal au dos. Elle a emballé l'enveloppe elle-même, la scellant avec une pression délibérée, écrivant l'adresse d'une écriture claire et confiante. Elle ne l'a pas envoyée depuis son immeuble. Elle a marché 3 pâtés de maison jusqu'à un bureau de messagerie, a attendu son tour et a demandé une confirmation de signature. Quand l'employé a demandé si c'était urgent, Elena a hoché la tête. « Oui », a-t-elle dit. « Très. » En retournant sur le trottoir, son téléphone a vibré. Le nom de Nathan a illuminé l'écran. Elle l'a regardé un instant, puis a retourné le téléphone. Il n'allait pas interrompre ça. Au moment où elle est rentrée chez elle, l'email de confirmation était déjà arrivé. Programmé, suivi, inévitable. Cet après-midi-là, Elena s'est reposée sur le canapé, une main sur son ventre, l'autre sur le mince dossier que Rachel avait laissé derrière elle. Dehors, la ville bougeait comme d'habitude. Klaxons, pas, des inconnus se disputant pour rien. À l'intérieur, une porte s'était fermée pour toujours. Nathan croyait encore qu'il pouvait s'en sortir en parlant. Et il croyait encore qu'elle hésiterait. Il avait tort. Car une fois les papiers envoyés, Elena Brooks ne se préparait plus à partir. Elle était déjà partie. Et le prochain coup se jouerait sans qu'elle n'élève jamais la voix. L'enveloppe attendait Nathan Cole quand il est retourné à son bureau après le déjeuner. Elle était parfaitement centrée sur son bureau, plus épaisse que n'importe quel contrat qu'il avait signé cette année-là. Les bords carrés, le papier assez lourd pour exiger l'attention. Son assistante se tenait près de la porte, les mains croisées, les yeux soigneusement neutres. « Le coursier a exigé une signature, dit-elle, marqué urgent. » Nathan a hoché la tête une fois, la congédiant d'un geste du poignet. Il était irrité, pas alarmé. Les affaires juridiques le suivaient partout. C'était le prix du pouvoir.
Il a desserré sa cravate, s'est laissé tomber dans son fauteuil et a attrapé l'enveloppe sans urgence. Puis il a vu l'expéditeur, Elena Brooks. Ses doigts se sont crispés. Pendant un bref instant, il a envisagé de ne pas l'ouvrir. Le contrôle signifiait choisir le moment. Le contrôle signifiait refuser de réagir. Mais quelque chose dans le poids du paquet le déstabilisait, et il l'a déchiré avec plus de force que nécessaire. La première page a glissé. Requête en dissolution de mariage. Nathan a fixé les mots, son esprit les rejetant catégoriquement. Le divorce ne correspondait pas au récit qu'il avait construit. Elena était contrariée, oui, émotive, enceinte, mais le divorce était une menace qu'elle n'était pas censée faire. Il a tourné la page, puis la suivante. Date de tribunal, ordonnance temporaire, divulgation financière, une demande de garde physique exclusive. Sa respiration a ralenti, puis s'est arrêtée. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas un bluff. C'était préparé. Nathan s'est penché en arrière dans son fauteuil, scrutant la pièce comme si quelqu'un pouvait le voir craquer. Le bureau autour de lui semblait le même. Mur de verre, couleur sourde, récompense encadrée. Mais soudain, il semblait plus petit, exposé. Son téléphone a vibré. Un message de Madeleine. As-tu vu les nouvelles sur les rumeurs d'audit? Appelle-moi. Rumeur d'audit. Le pouls de Nathan s'est accéléré. Il a regardé de nouveau l'enveloppe et a remarqué quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Un deuxième dossier. À l'intérieur, soigneusement agrafé, se trouvaient des documents qu'il a reconnus immédiatement. Transactions, approbations, ses approbations. Sauf qu'elles n'étaient pas seulement les siennes. Le nom d'Elena apparaissait encore et encore. Sa bouche est devenue sèche. Ce n'était pas seulement un divorce, c'était une preuve. Nathan a attrapé son téléphone, sa confiance se fissurant pour la première fois depuis des années. Il devait l'appeler, arranger ça, contrôler les dégâts. Mais alors que son doigt planait sur son nom, il a réalisé quelque chose de glaçant. Elena n'avait pas envoyé ses papiers pour entamer une conversation. Elle les avait envoyés pour y mettre fin. Et maintenant, chaque mouvement qu'il ferait serait observé. Ce que Nathan ne réalisait pas encore, c'est que l'enveloppe sur son bureau faisait déjà l'objet de discussions bien au-delà de ce bureau. Nathan Cole a agi rapidement. À 15 heures, la porte de son bureau était fermée, les stores baissés, le téléphone collé à son oreille tandis que son équipe juridique se rassemblait en conférence téléphonique. Sa voix était contrôlée, mesurée, comme elle l'était toujours quand il croyait pouvoir encore diriger le résultat. Elle est émotive, dit-il calmement. Enceinte de 7 mois, sous stress. Je veux que ce soit présenté avec soin. À l'autre bout du fil, son avocate a hésité. Les documents sont très complets. Ça n'a pas l'air impulsif. Nathan a ignoré cela. Je veux une requête d'urgence, une évaluation pour la garde temporaire et notre évaluation psychologique si nécessaire. Il l'a dit sans hésitation. Dans son esprit, c'était de la stratégie, pas de la cruauté. Si Elena se sentait assez menacée, elle céderait. Elle l'avait toujours fait. En quelques heures, le premier message est parti. Pas à Elena, mais à son cercle. Elle est instable, a-t-il dit à sa sœur. Elle est sous influence, a-t-il dit à un collègue. Elle réagit de manière excessive, s'est-il dit à lui-même. Ce soir-là, Elena a reçu l'avis. Pas un appel, pas une conversation, un email formel. Nathan demandait une évaluation de santé mentale ordonnée par le tribunal, citant un comportement erratique et des décisions préoccupantes prises sans consultation. Elena a lu l'email une fois, puis une autre. Ses mains ne tremblaient pas cette fois. Elle l'a transféré à Rachel avec une seule phrase. « Il fait exactement ce que tu as dit. » Rachel a répondu presque immédiatement. « Bien, cela confirme l'intention. » Pourtant, quand l'appartement est devenu silencieux cette nuit-là, le poids de la situation s'est fait sentir. Elena s'est assise sur le bord de son lit, la lueur de son téléphone éclairant la pièce, et s'est accordé un petit moment de peur. Pas pour elle-même, pour son enfant. Et si le tribunal le croyait? Et si l'argent parlait plus fort que la vérité? Sa respiration est devenue superficielle jusqu'à ce que le bébé bouge à nouveau. Un rappel lent et constant qu'elle ne se battait plus pour sa fierté. Elle se battait pour sa sécurité. De l'autre côté de la ville, Nathan s'est servi un verre et s'est tenu près de sa fenêtre, regardant la circulation bien en dessous. Il s'est dit qu'il faisait ce qui devait être fait, que le pouvoir exigeait des choix difficiles. Mais sous la confiance, autre chose s'agitait. L'incertitude.
Parce qu'Elena n'avait pas réagi comme elle était censée le faire. Pas d'appels furieux, pas de messages désespérés, pas de larmes à exploiter. Juste le silence. Et le silence, Nathan commençait à le réaliser, était bien plus dangereux que la panique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa contre-attaque avait déjà déclenché des protections qu'il ne pouvait pas annuler. Et le tribunal verrait bientôt son geste pour ce qu'il était exactement. L'avis du tribunal est arrivé le lendemain matin, mais ce n'était pas la menace que Nathan pensait. Elena l'a lu à sa table de cuisine, la lumière du soleil se déversant sur les papiers. Sa posture droite, sa respiration calme. Le langage était formel, intimidant par conception. Demandes d'évaluation, préoccupations soulevées, insinuations soigneusement enveloppées dans un phrasé juridique. Une version moins forte d'elle-même aurait pu s'effondrer sous ce poids. Cette version-ci ne l'a pas fait. Elle a pris son téléphone et a appelé Rachel. Il essaie de me faire passer pour instable, a dit Elena d'une voix égale. La voix de Rachel était calme à l'autre bout du fil. Nous nous y attendions. Maintenant, nous allons leur montrer qui tu es vraiment. Cet après-midi-là, Elena a ouvert un dossier qu'elle n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des vestiges de son ancienne vie. Des certifications, des évaluations de performance, des modèles de risque qu'elle avait construits de toutes pièces, des emails louant de son jugement pendant les périodes de marché volatile, à l'époque où elle travaillait 12 heures par jour et où les gens l'écoutaient quand elle parlait. À l'époque où Nathan la présentait comme brillante au lieu de sensible. Rachel a examiné les documents avec soin. « Sais-tu à quel point c'est rare ?» a-t-elle dit. Un schéma documenté de compétences professionnelles combiné à un isolement documenté par la suite. Elena a dégluti. Il m'a demandé de prendre du recul pour la famille. Rachel a hoché la tête. Et cette décision comptera. Les juges se soucient du contexte, des dynamiques de pouvoir. Pour la première fois, Elena a commencé à comprendre la forme du combat à venir. Non pas comme un chaos, mais comme une structure. Preuve, chronologie, cause et effet. Ce soir-là, elle a rédigé une déclaration personnelle pour le tribunal. Pas émotive, pas défensive, juste véridique. Elle a écrit sur le fait de s'être retirée de sa carrière à la demande de son mari, sur l'accès financier qui lui a été retiré sans avertissement, sur la découverte de la liaison par un message qui ne lui était pas destiné, sur le choix des voies légales au lieu de la confrontation. Elle n'a pas accusé, elle a expliqué. Quand elle a terminé, elle a senti quelque chose d'inhabituel s'installer dans sa poitrine. La confiance. De l'autre côté de la ville, Nathan examinait ses propres documents, arpentant son bureau. La frustration transparaissait à travers son sang-froid. Ses avocats l'ont averti d'être prudent, de ralentir. « Elle ne réagit pas », a dit l'un d'eux. « C'est inhabituel. » Nathan a ricané. « Quoi, elle n'a pas l'estomac pour ça ?» Il n'a pas vu l'ironie. Car tandis que Nathan se préparait à écraser Elena avec ses ressources, Elena faisait quelque chose de bien plus dangereux. Elle rappelait au système qui elle avait toujours été. Et une fois que cette vérité serait entrée dans le dossier, il serait impossible de l'effacer. Ce que Nathan ne comprenait toujours pas, c'est que cette affaire n'était plus une question de contrôle. C'était une question de crédibilité. Et Elena Brooks en avait bien plus que lui. La première fissure n'est pas venue du tribunal. Elle est venue de la salle du conseil d'administration. Nathan Cole est entré dans la salle de conférence sur Park Avenue en s'attendant à une approbation de routine. La longue table était déjà remplie. Associés, responsables de la conformité, conseillers juridiques. Les ordinateurs portables étaient ouverts. Le café intact. L'air semblait plus lourd que d'habitude, plus silencieux. Nathan a pris son siège, lissant sa veste. « Bon, allons-y vite », a-t-il dit. « J'ai un autre appel dans 20 minutes. » Personne n'a répondu. Au lieu de cela, la responsable de la conformité a glissé un dossier sur la table vers lui. « Nous avons besoin de clarification », dit-elle prudemment, concernant plusieurs transactions signalées lors d'un examen interne. Le sourire de Nathan n'a pas bougé. « Je n'ai pas été informé d'un audit. »« Ce n'est pas un audit », a répondu un autre associé. « Pas encore. » Nathan a ouvert le dossier. Sa poitrine s'est serrée presque immédiatement. Date, montant, autorisation, trop familier. « Ce sont des réaffectations de dépenses de routine, » a-t-il dit. Approuvé sous autorité conjointe. La responsable de la conformité a hoché la tête. C'est exactement le problème.
L'approbateur secondaire mentionné est votre femme. La pièce est devenue immobile. Nathan a senti la chaleur monter à son cou. Elle n'a pas travaillé ici depuis des années. C'est ce qui a soulevé des inquiétudes, a poursuivi la responsable. Nous avons reçu hier des documents indiquant qu'elle n'était peut-être pas au courant de la manière dont ces identifiants étaient utilisés. Le pouls de Nathan s'est emballé. Des documents de qui? A-t-il demandé brusquement. L'associé à l'autre bout de la table s'est éclairci la gorge. Du conseiller juridique représentant Mme Cole. Les mots ont atterri comme un coup. Ce n'était pas public. Ce n'était pas bruyant. C'était chirurgical. Nathan s'est penché en arrière, forçant un calme qu'il ne ressentait plus. C'est une affaire personnelle qui est traînée dans l'espace de l'entreprise. Non, a répondu l'associé. C'est un problème d'exposition au risque et nous sommes obligés de le traiter. De l'autre côté de la ville, Elena était assise tranquillement dans le bureau de Rachel, les mains croisées, écoutant Rachel expliquer ce qui venait d'être mis en mouvement. Il ne l'accuse pas, a dit Rachel. Il se protège. Elena a hoché la tête. Elle comprenait ce langage maintenant. Protection, responsabilité, distance. De retour dans la salle du conseil, Nathan a réalisé quelque chose de glaçant. Pour la première fois, les personnes qui l'avaient toujours soutenu ne se tenaient plus à ses côtés. Elles mesuraient la distance qu'elles devaient prendre. Et cela signifiait une chose. L'histoire qu'il avait contrôlée pendant des années commençait à être racontée sans lui. Ce que Nathan ne savait pas, c'est que les questions posées dans cette salle atteindraient bientôt des endroits où même son influence ne pouvait plus suivre. Elena a senti le bébé bouger juste au moment où elle finissait de lire l'email de Rachel. Pas un coup sec, pas de la panique, un mouvement lent et délibéré, stable, rassurant, comme un rappel. Elle a posé ses deux mains sur son ventre et a fermé les yeux, respirant à travers la tension dans sa poitrine. Pendant des jours, tout n'avait été que stratégie et survie. Documents, chronologie, risque. Mais dans ce moment de calme, dépouillée des avocats et des salles de conseil, elle était simplement une mère essayant de protéger une vie qui lui faisait entièrement confiance. Plus tard cet après-midi-là, elle s'est rendue seule à un rendez-vous prénatal. La salle d'attente sentait légèrement le désinfectant et le café. D'autres couples étaient assis ensemble, les doigts entrelacés, murmurant à propos de noms de bébés et de couleurs de chambre d'enfants. Elena a gardé les yeux fixés sur le sol, non par honte, mais par concentration. Elle n'avait plus besoin de comparer les vies. Quand l'infirmière a demandé doucement « Le père vous rejoindra-t-il aujourd'hui ?» Elena a fait une pause. « Non », a-t-elle répondu, « il ne viendra pas. » L'infirmière n'a pas insisté. Elle a seulement souri et dit « Vous vous débrouillez très bien. » Pendant l'échographie, la technicienne a légèrement tourné l'écran pour qu'Elena puisse voir. Un battement de cœur fort, constant, vivant. Des larmes ont glissé sur les tempes d'Elena, silencieuses et irrépressibles. « Je te le promets », a-t-elle murmuré sous son souffle, à peine audible. « Je ne le laisserai pas grandir en pensant que le contrôle est de l'amour. » Ce soir-là, de retour dans son appartement, Elena a enregistré une courte vidéo sur son téléphone. Ce n'était pas pour les réseaux sociaux. Ce n'était pas pour le tribunal. C'était pour son enfant. « Si jamais tu te demandes pourquoi j'ai choisi le chemin difficile, dit-elle doucement, c'est parce que je voulais que tu grandisses libre, même si cela signifiait que je devais être courageuse avant de me sentir prête. » Elle a sauvegardé le fichier et l'a verrouillé. De l'autre côté de la ville, Madeleine Shaw était assise seule dans un appartement élégant, faisant défiler nerveusement son téléphone. Les messages de Nathan avaient cessé. Des chuchotements circulaient, silencieux, dangereux. Elle a ouvert une discussion de groupe avec des amis et a tapé sans réfléchir. Je ne savais pas qu'il était comme ça avec sa femme, je le jure. Le message est resté affiché une demi-seconde de trop. Puis il avait été envoyé. Les yeux de Madeleine se sont écarquillés. Elle a essayé de le supprimer. Trop tard. Car parfois, les vérités les plus dévastatrices ne viennent pas des enquêtes ou des tribunaux. Elles viennent de moments d'inattention où quelqu'un oublie de se protéger. Et ce simple message se dirigeait déjà vers le seul endroit que ni Nathan ni Madeleine ne pouvaient plus contrôler. Nathan Cole s'est présenté à l'immeuble d'Elena juste après le coucher du soleil. Il ne s'est pas annoncé. Il n'a pas envoyé de SMS avant. Il se tenait dans le couloir étroit devant son appartement.
sa veste de costume froissée pour la première fois dont elle se souvenait, la mâchoire crispée, les yeux vifs de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elena l'a vu à travers le Judas. Pendant un instant, son corps a réagi avant son esprit. Mémoire musculaire, le vieil instinct de se préparer. Puis elle s'est redressée, n'a déverrouillé que le loquet de sécurité et a ouvert la porte de quelques centimètres. Et Nathan n'a pas souri. « Il faut qu'on parle, dit-il, la voix basse, urgente. « Maintenant, il n'y a rien à dire, répondit calmement Elena. Son regard est tombé sur son ventre, puis est revenu sur son visage. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Tu ne fais qu'empirer les choses. Elena l'a étudié. L'homme qui contrôlait autrefois chaque pièce semblait maintenant incertain, acculé par des murs qu'il ne pouvait pas acheter pour s'en sortir. Tu devrais partir, a-t-elle dit. Nathan a ri sèchement. Ne fais pas comme si tu étais en charge. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu ne comprends même pas ce que tu as commencé. Elle n'a pas élevé la voix. Je comprends exactement ce que j'ai commencé. C'est là qu'il a craqué. Tu ne survivrais pas 5 minutes sans moi, a-t-il sifflé. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les relations. Tout le monde sait que tu es instable. Le mot est resté en suspens dans l'air. Elena l'a senti atterrir et l'a traversé sans s'accrocher. C'est intéressant, dit-elle doucement, parce que le conseil d'administration n'avait pas l'air de le penser. Nathan s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit? A-t-il exigé. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré une fois, puis une autre. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, le sang se retirant de son visage. Madeleine. Plusieurs messages. Appel manqué. Puis un aperçu de notification d'email a clignoté en haut de son écran. Concernant votre femme, capture d'écran jointe. La main de Nathan s'est resserrée autour du téléphone. Elena a observé le changement se produire, le moment exact où il a réalisé que le sol sous ses pieds avait disparu. « C'est toi qui as fait ça, dit-il, la voix brisée par la colère et la peur. « Non, répondit Elena. C'est toi. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Elle s'est légèrement appuyée contre le cadre de la porte, stable, sans peur. « Je me suis juste arrêté de te couvrir. » Pendant une longue seconde, Nathan l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il a reculé. Pas parce qu'elle l'avait demandé, parce qu'il comprenait quelque chose de bien pire que le rejet. Il avait perdu le contrôle et il ne pouvait rien faire pour le récupérer. Cette nuit-là, Elena n'a pas pu dormir. L'appartement était silencieux d'une manière qui semblait plus lourde que le silence, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. La lumière des lampadaires filtrait par la fenêtre, peignant de douces lignes sur le plafond, alors qu'elle était allongée sur le côté, un bras courbé protecteur autour de son ventre. Le bébé a de nouveau bougé, lent, intentionnel. Elena a inspiré et a laissé l'air s'installer profondément dans sa poitrine. Elle avait passé des jours à être forte pour les tribunaux, pour les avocats, pour les systèmes qui exigeaient clarté et preuve. Mais ici, seule dans le noir, elle s'est autorisée à être autre chose. Honnête. Je sais que c'est effrayant, a-t-elle murmuré, et sa voix était à peine audible. C'est effrayant pour moi aussi. Le bébé a donné un léger coup de bébé, non pas de détresse, mais de présence. Un rappel qu'elle n'imaginait pas les enjeux. Ce n'était pas de la théorie, de la fierté ou de la vengeance. C'était une vie qui un jour poserait des questions auxquelles elle devait être capable de répondre. Elle a pensé au genre de foyer qu'elle voulait construire. Pas un parfait, pas un riche, un sûr. Elle a imaginé un avenir où le silence ne serait pas utilisé comme punition, où l'amour ne viendrait pas avec des conditions, où le contrôle ne serait pas confondu avec le soin. Elle a imaginé des histoires pour s'endormir, des rires dans de petites cuisines, un enfant qui n'apprendrait pas la peur en la regardant. Des larmes ont glissé silencieusement dans ses cheveux. « Je ne t'apprendrai jamais à rester là où on te fait du mal », a-t-elle dit, « même si partir me coûte tout. » La peur qui la suivait depuis des semaines a desserré son emprise, non pas parce que le danger avait disparu, mais parce que sa raison était plus forte que lui. De l'autre côté de la ville, Nathan était assis seul dans son bureau bien après que tout le monde soit parti. Les lumières de la ville ne l'impressionnaient plus. Son téléphone vibrait à plusieurs reprises avec des messages auxquels il ne répondait pas. Il rejouait la voix calme d'Elena dans sa tête, incapable de la concilier avec la femme qu'il pensait connaître. Il l'avait sous-estimée. Et maintenant, il manquait d'endroits où se cacher. De retour dans son appartement, Elena a finalement fermé les yeux.
Sa respiration a ralenti. Pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté, le sommeil l'a trouvé. Pas comme une évasion, mais comme un repos. Demain apporterait plus de conflits, plus de pression, plus de conséquences. Mais ce soir, elle avait fait une promesse, et cette promesse était incassable. Et ce qu'Elena ne savait pas, c'est que quelqu'un d'inattendu venait d'entrer dans l'histoire et que le lendemain changerait complètement la donne. Elena pliait du linge quand Rachel a appelé. Son ton était différent cette fois, mesuré, alerte. « J'ai besoin que tu écoutes attentivement », a-t-elle dit. Quelqu'un a pris contact ce matin, pas du côté de Nathan. Elena a arrêté ce qu'elle faisait. Qui? Un homme nommé Daniel Wright. Le nom a remué quelque chose de lointain, de familier, mais de déplacé. C'est un investisseur indépendant, a poursuivi Rachel. Profil bas, il a demandé à me parler après avoir vu des rumeurs internes sur la situation de Nathan. Il dit qu'il reconnaît ton nom. Le cœur d'Elena a sauté un battement. D'où? Rachel a fait une pause. D'il y a 6 ans, une évaluation de risque que tu as menée. Il était sur le point de conclure un accord à effet de levier que tout le monde avait approuvé. Tu l'as signalé, discrètement, et tu lui as fait économiser des millions. Elena s'est affalée sur une chaise. Elle se souvenait de cette affaire, des longues nuits, de la pression pour signer, de la réunion où elle avait parlé une fois et vu la salle changer. « Je ne savais pas qu'il s'en souvenait », a dit Elena. « Il s'en souvenait », a répondu Rachel, « et il est attentif maintenant. » 1 heure plus tard, Daniel Wright a rejoint un appel vidéo. Il était calme, simple, sans charme étudié, juste des yeux stables et une voix qui ne se pressait pas. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps », a-t-il dit. « Je sais que vous êtes au milieu de quelque chose de difficile. Je sais aussi ce que ça coûte de dire la vérité dans des pièces qui préfèrent le silence. » Elena n'a rien dit. Daniel a continué. « Nathan a essayé d'utiliser votre crédibilité comme un bouclier. Cela me dit qu'il sait exactement à quel point vous êtes précieuse. » Elena a senti une lueur de colère et autre chose. De la validation. « Je ne suis pas là pour vous sauver », a ajouté Daniel. « Vous n'en avez pas besoin, mais je suis là pour soutenir la vérité. Si cela dégénère, je suis prêt à témoigner de votre compétence, de votre intégrité. » L'histoire professionnelle qu'il avait essayé d'effacer. Rachel observait attentivement Elena. Elena a inspiré. Pourquoi? Daniel n'a pas hésité. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi un jour, et parce que les systèmes ne changent que lorsque les gens arrêtent de faire semblant de ne pas voir. Quand l'appel s'est terminé, Elena est restée assise tranquillement, les mains posées sur son ventre. Pendant des semaines, elle s'était sentie traquée, acculée, seule. Maintenant, pour la première fois, elle a senti quelque chose changer. Pas du soulagement, mais un équilibre. Nathan avait le pouvoir, mais Elena n'était plus seule. Et quelque part dans la ville, Nathan Cole était sur le point d'apprendre une dure vérité. Le contrôle s'effondre au moment où les témoins se manifestent. Et cette fois, les témoins n'avaient pas peur. Les retombées ont atteint Nathan Cole plus vite qu'il ne s'y attendait. Le lundi matin, les chuchotements qu'il contrôlait autrefois s'étaient transformés en emails formels. Son agenda, autrefois rempli des semaines à l'avance, a commencé à se vider par blocs silencieux et délibérés. Les réunions étaient reportées. Les appels restaient sans réponse. Même les assistants qui gravitaient autrefois autour de son bureau, avec une efficacité étudiée, évitaient maintenant son regard. À 9h30 du matin, la conformité a demandé une autre réunion. Cette fois, le service juridique était présent. Nathan était assis à la longue table, les épaules carrées, l'expression soigneusement neutre. Il avait survécu à des tempêtes auparavant, à une mauvaise presse, à des baisses de marché, à des partenaires en colère. Il s'est dit que ce n'était pas différent. Ça l'était. « Nous avons examiné des documents supplémentaires », a déclaré le responsable de la conformité, en faisant glisser un nouveau dossier sur la table, y compris des déclarations de tiers. Nathan l'a ouvert. Le nom de Daniel Wright figurait en haut. Sa gorge s'est nouée. La déclaration était concise, factuelle, dévastatrice. Daniel décrivait le rôle d'Elena dans les évaluations de risques passées, son jugement indépendant, sa résistance documentée aux approbations douteuses. Il décrivait comment Nathan avait tenté d'ignorer ses conclusions et comment ses avertissements s'étaient avérés corrects par la suite. Ce n'était pas un témoignage émotionnel.
C'était la crédibilité professionnelle armée de la vérité. Nathan a levé les yeux. C'est une vendetta personnelle. La conseillère juridique a secoué la tête. C'est une corroboration. Un silence a suivi, puis l'associé principal a parlé, sa voix calme mais distante. Nathan, nous vous plaçons en congé temporaire en attendant un examen plus approfondi. Le mot a atterri durement. Temporaire? A répété Nathan. Pour l'instant, a répondu l'associé, nous devons protéger le cabinet. Protéger? Le même mot que Nathan avait utilisé quand il avait exclu Elena de sa propre vie. De l'autre côté de la ville, Elena a reçu la nouvelle de Rachel alors qu'elle était assise sur un banc de parc, la lumière du soleil d'hiver réchauffant son visage. Elle a écouté tranquillement, les mains croisées sur son ventre, le cœur stable. Il a été mis sur la touche, a dit Rachel, pas licencié, mais exposé. Elena a fermé les yeux. Elle ne ressentait pas de joie. Elle ressentait un équilibre. Cet après-midi-là, Madeleine Shaw a fait une valise à la hâte, son téléphone s'illuminant d'appels sans réponse. Les portes qu'elle franchissait autrefois facilement se fermaient tout aussi vite. Les invitations ont disparu. Le silence la suivait au lieu de l'admiration. Le karma n'est pas arrivé en criant. Il est arrivé par l'absence. Ce soir-là, Nathan se tenait seul dans son bureau, fixant une ville qui ne se pliait plus à sa volonté. Pour la première fois, il a compris ce qu'Elena avait ressenti pendant des mois. L'impuissance. Et quelque part hors de sa portée, Elena Brooks ne survivait plus. Elle reprenait sa vie, morceau par morceau. Ce que Nathan ne savait pas, c'est que le jugement final ne viendrait pas du conseil d'administration ou du tribunal, mais de la seule chose qu'il n'avait jamais appris à affronter, des conséquences sans échappatoire. Elena n'a pas célébré l'arrivée de la décision du tribunal. Elle l'a lu lentement, assise à la même petite table de cuisine où tout avait commencé. Garde physique exclusive temporaire, accès financier rétabli, ordonnance de protection clairement définie. Le langage était formel, sobre, mais chaque ligne avait du poids. C'était une reconnaissance, non pas de la douleur, mais de la vérité. La voix de Rachel était calme au téléphone. Cela ne met pas fin à l'affaire, mais cela te garantit un logement, un soutien et le pouvoir de décision. Elena a fermé les yeux. Pendant des semaines, la survie avait exigé une vigilance constante. Maintenant, pour la première fois, elle a senti un espace s'ouvrir dans sa poitrine. Pas la victoire, le soulagement. Cet après-midi-là, elle a marché dans Central Park, le manteau zippé contre le froid, la ville bougeant autour d'elle avec une indifférence familière. Elle a regardé des enfants courir après des pigeons, des couples se disputer tranquillement sur des bancs, des joggers compter les kilomètres. La vie ordinaire, ignorant que la sienne lui avait été rendue morceau par morceau. Son téléphone a vibré. Daniel Wright. Rachel a dit que la décision était tombée, a-t-il écrit. Je suis content. Elena a hésité, puis a répondu. Merci de vous être manifesté. Sa réponse est venue rapidement. Vous l'aviez mérité bien avant ça. Ils se sont rencontrés quelques jours plus tard dans un café tranquille surplombant le parc. Pas d'attente, pas de grands jettes, juste deux personnes assises l'une en face de l'autre, parlant de travail, d'éthique, aveugles au coup d'étrange de dire la vérité tôt dans des pièces qui récompensent le silence. Daniel ne lui a jamais demandé d'être reconnaissante. C'était important. Pendant ce temps, le monde de Nathan continuait de rétrécir. Ses comptes étaient surveillés, son accès restreint, les invitations cessèrent d'arriver, les amis évitaient les conversations inconfortables. La vie qu'il avait construite sur la domination exigeait maintenant des comptes, et il n'avait plus de levier à échanger. Pour Elena, les récompenses n'étaient pas tape à l'œil, elles étaient fondamentales. Autonomie, sécurité, dignité. Elle a signé un contrat de consultation à court terme, à distance, flexible, selon ses conditions. Elle a meublé un nouvel appartement avec de la lumière et de l'air, et aucun souvenir qu'elle avait besoin de fuir. Elle se rendait à ses rendez-vous sans crainte d'être surveillée. Et un soir, assise sur son canapé avec Daniel à ses côtés, écoutant le rythme régulier du bébé en elle, Elena a compris quelque chose de tranquillement profond. Elle n'avait pas été sauvée. Elle avait été restaurée. Et en reprenant sa vie, elle avait gagné quelque chose qu'aucun tribunal ne pouvait accorder. La paix qui vient du fait de se choisir sans s'excuser. Elena ne s'attendait pas à ce que l'amour soit si calme. Il n'y a pas eu de confession dramatique,
Pas de promesses faites sous pression, pas d'urgence à définir ce qui n'avait pas encore besoin d'étiquette. Daniel n'a jamais essayé de prendre le rôle que Nathan avait laissé vacant. Il n'a pas offert de protection comme un bouclier ou de solution comme des monnaies d'échange. Il s'est simplement montré de manière constante, calme, sans agenda. Il se promenait en fin d'après-midi, quand la ville s'adoucissait et que le bruit se fondait en un rythme de fond. Parfois, il parlait de travail, parfois de livres que Daniel gardait empilés à côté de son canapé. Souvent, il marchait en silence, un silence assez confortable pour le laisser durer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la rivière, Elena a rompu le silence. « Je ne suis pas fragile », a-t-elle dit soudainement. Daniel n'a pas semblé surpris. « Je sais. » Elle s'est tournée vers lui. « Mais je ne suis pas non plus prête à être sauvée. J'ai besoin de savoir que si je choisis quelqu'un, c'est parce que je le veux, pas parce que j'ai besoin de lui pour survivre. » Daniel a croisé son regard. « C'est exactement pourquoi je suis là. » Cette réponse est restée avec elle. Les semaines ont passé. Le bébé s'est devenu plus fort. La vie d'Elena a retrouvé son rythme. Le travail selon ses conditions, des soirées sans angoisse, des matins qui ne commençaient pas par une négociation. Et à travers tout cela, Daniel est resté stable, ne poussant jamais, ne reculant jamais. La première fois qu'il a pris sa main, c'était instinctif, pas une revendication, pas une question, juste un contact. Elle ne s'est pas retirée. De l'autre côté de la ville, Nathan regardait le monde continuer sans lui. Ses tentatives pour reprendre pied ont échoué discrètement. Les systèmes qu'il manipulait autrefois ne se pliaient plus. Son nom n'avait plus le même poids. Les conséquences le suivaient maintenant, lentes et inévitables. Un après-midi, Elena a reçu un message de son avocat, une tentative de renégociation. Elle l'a lu une fois, puis l'a supprimé. Ce chapitre était clos. Cette nuit-là, alors qu'Elena se reposait sur le canapé de Daniel, le mouvement du bébé lent et rythmé, Daniel a parlé doucement. « Quoi que tu décides pour l'avenir, a-t-il dit, je ne vais nulle part à moins que tu ne me le demandes. » Elena a souri, une chaleur s'installant dans sa poitrine. Pour la première fois, l'amour ne ressemblait pas à un risque. Il ressemblait à un choix, et cela faisait toute la différence. Elle n'avait pas échappé à une vie pour être portée dans une autre. Elle était entrée dans quelque chose de nouveau sur ses propres pieds et avec son cœur entièrement intact. Le mariage d'Elena était petit. Pas de salle de bal, pas de gros titres, pas de spectacle destiné à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a eu lieu un matin de printemps tranquille sous des arbres pâles qui commençaient à peine à fleurir, l'air pur avec la promesse de nouveaux départs. Elle portait une robe simple qui bougeait facilement quand elle marchait. Daniel se tenait à ses côtés, stable et calme, non pas comme un sauveur, non pas comme un remplaçant, mais comme un homme qui avait attendu qu'elle le choisisse librement. Quand elle a prononcé ses vœux, sa voix n'a pas tremblé. « Je promets de marcher à tes côtés, » a-t-elle dit, « pas derrière toi et pas devant toi, seulement à tes côtés. » Daniel a souri, les yeux chauds. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Leur enfant dormait paisiblement dans un couffin à proximité, entouré de rires discrets et de douces lumières du soleil. Protégé, aimé, libéré des ombres qui menaçaient autrefois de définir la vie d'Elena. De l'autre côté de la ville, Nathan Cole a vu un avenir différent se dérouler. Son appel a été bloqué. Sa réputation ne s'est jamais complètement rétablie. Les invitations se sont taries, les affaires sont allées ailleurs. Les gens se souvenaient non pas de l'homme qu'il essayait de présenter, mais des schémas qu'il ne pouvait pas effacer. Il a appris la leçon la plus difficile trop tard. Le pouvoir sans intégrité s'effondre sur lui-même. Personne n'a eu besoin de le punir. La vie l'avait déjà fait. Elena n'a plus jamais prononcé son nom. Elle n'avait pas besoin de tourner la page avec quelqu'un qui n'avait plus accès à sa paix. Ses journées se sont remplies de travail significatif, d'une famille choisie et d'un amour qui grandissait sans peur. Les matins commençaient sans anxiété. Les soirées se terminaient sans excuse. Et l'enfant qu'elle protégeait autrefois en elle riait maintenant librement dans des pièces qui semblaient sûres. Un soir, assise sur le porche avec Daniel, Elena a regardé les lumières s'éteindre dans le quartier et a réalisé quelque chose de tranquillement extraordinaire. La vie pour laquelle elle avait autrefois supplié de la compréhension lui avait finalement répondu, non pas avec des explications, mais avec l'épanouissement.
Elle avait perdu un mariage construit sur le contrôle et gagné une vie construite sur le choix. C'était la récompense qu'aucun tribunal ne pouvait accorder. C'était la justice qui durait. Car parfois, la fin la plus satisfaisante n'est pas de voir le méchant tomber, c'est de voir la femme s'élever, entière, aimée et enfin en paix. Ainsi, l'histoire touche à sa fin. Et si vous êtes encore avec nous en ce moment, vraiment encore là, alors peut-être, juste peut-être, quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur d'une manière discrète mais réelle. Ce que l'histoire d'Elena nous rappelle, ce n'est pas la vengeance ou le fait de gagner plus fort qu'un autre. C'est de se choisir soi-même quand c'est le plus difficile et de comprendre que la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut donner ou enlever, c'est quelque chose que l'on revendique. Les stoïciens y croyaient profondément. Marc Aurèle a écrit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Helena ne contrôlait pas ce qui lui était fait, mais elle contrôlait sa réaction et cela a tout changé. La vie nous mettra à l'épreuve avec la trahison, la peur et des moments où le silence semble plus sûr que la vérité. Mais comme l'enseignait Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler. Les moments difficiles révèlent ce que nous devenons, pas en quoi nous échouons. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle consiste à s'éloigner sans crier. Parfois, elle consiste à choisir la paix plutôt que de prouver quelque chose. Et parfois, c'est fait, elle consiste à faire confiance qu'un meilleur chapitre vous attendra lorsque vous cesserez de vous contenter de moins que le respect. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui guérissent, qui donnent du pouvoir et qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Cette histoire est une œuvre de fiction créée pour la narration, la réflexion et l'inspiration émotionnelle. Tous les noms, personnages, entreprises, lieux ou événements décrits sont entièrement fictifs et utilisés uniquement pour transmettre des thèmes liés à la croissance personnelle, à la résilience et à la guérison. Les situations décrites ne sont pas destinées à représenter des individus réels ou des cas juridiques réels. Bien que les émotions et les défis présentés puissent sembler réalistes et identifiables, ils sont partagés pour encourager une discussion réfléchie plutôt que pour fournir des conseils juridiques, médicaux ou financiers. Les spectateurs doivent en comprendre que les situations de la vie réelle peuvent varier considérablement et que les résultats dépendent des circonstances individuelles. Ce contenu est conçu pour explorer les expériences humaines, les choix moraux et la force émotionnelle à travers la narration. Si cette histoire résonne en vous, nous vous encourageons à réfléchir à ces thèmes de manière personnelle et à rechercher des conseils professionnels lorsque vous faites face à des défis dans la vie réelle. Notre objectif est d'inspirer, pas d'induire en erreur, et de créer un espace sûr pour des histoires et des conversations significatives.